Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. La France au centre du monde occidental ce 6 juin 2024 à l'occasion des célébrations du D-Day, le débarquement américain sur la côte normande. 25 chefs d'État et de gouvernement étaient présents, dont Joe Biden, Charles III, Olaf Scholz ou Justin Trudeau. Notons l'absence de la Russie. Vladimir Poutine n'a pas été invité, la France ayant choisi de convier plutôt le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky qui va prolonger son séjour à Paris pour faire le tour des institutions françaises et échanger avec Joe Biden et Emmanuel Macron. Le président français a d'ores et déjà annoncé le renforcement de la coopération avec Kiev lors d'une interview donnée dans les JT français avec la cession de Mirage 2005, la formation de pilotes et un possible envoi d'instructeurs français en Ukraine. Des annonces qui devraient être prolongées par la signature de 2 accords financiers. Paris réaffirme ainsi son soutien à Kiev et on peut s'interroger sur l'arrestation de ce chercheur français ces derniers jours, Laurent Vinatier, arrêté par la Russie, nous allons en parler. Mais d'abord, Jean-Marie, Alain, je vous propose de commencer par les annonces du président français. Alain, pouvez-vous nous en dire plus sur ces Mirage 2005 cédés par la France ? Il me semble qu'il s'agit d'avions défensifs. C'est une version modernisée, bien sûr, des Mirage. Le Mirage, c'est un avion qui a été au sommet, au top des chasseurs bombardiers modernes à la fin des années 60. Donc, c'est des produits d'assaut. Ils ont joué un rôle, notamment au Moyen-Orient. Quand vous dites Dassault, c'est la marque Dassault, hein. C'est pas Dassault, l'assaut... Dassault Aviation. Oui, c'est ça. Et la version 2005, c'est une version modernisée, mais modernisée il y a 25 ans. Il a déjà une génération. Donc, c'est un avion, vous l'appelez défensif. Alors, ce que j'ai lu, d'après les experts militaires, c'est que c'est pas un avion qui fait de l'attaque au sol ou du bombardement au sol. Il n'est pas vraiment, ou n'est plus équipé pour ça en tout cas, mais c'est un avion qui fait de la défense aérienne, c'est-à-dire qu'il peut empêcher un autre avion de s'approcher pour tirer son missile, voire tirer sur le missile aussi. Et donc ça serait un avion qui ferait partie de la défense anti-aérienne, au sens large, de l'Ukraine. Et qui serait utile aussi pour contrer les drones russes très nombreux à attaquer en Ukraine. C'est ça, de la défense anti-aérienne, que ce soit des drones, des missiles ou d'autres avions. Enfin, vous savez que les chasseurs ou d'autres avions... Alors bon, déjà, les chasseurs russes s'aventurent peu dans le ciel de l'Ukraine. Ils tirent souvent leurs missiles depuis la Russie, donc ils vont sans doute s'aventurer encore moins dans le ciel de l'Ukraine lorsque ces avions entreront en service en Ukraine, c'est-à-dire dans 6 mois ou voire 1 an, puisqu'il faut former les pilotes. Cette formation qui a lieu en France. On ne sait pas combien exactement de 2005 seront fournis à l'armée ukrainienne. On sait qu'il y en a 40 qui sont en exercice, en activité, dans l'aviation de guerre française, dans l'armée de l'air française. Et on ne sait pas combien exactement seront cédés, loués, vendus en leasing ou donnés à l'Ukraine. Les autres pays européens ont fourni des F-16 à l'Ukraine. Le F-16, c'est un avion de combat, celui-ci ? Oui, lui, c'est un avion combat multitâche, le F-16. Absolument multitâche, c'est un des plus perfectionnés parmi les chasseurs. Alors là encore, il y a plusieurs versions du F-16. Le F-16 doit avoir une dizaine d'années. Donc vous avez les Pays-Bas, la Belgique, 4 pays à peu près se sont engagés à fournir des F-16 à l'Ukraine. Mais en ce moment même, là encore, la formation des pilotes ukrainiens sur F-16 n'est pas achevée, n'est pas terminée. Parce que là, je pense que ça doit prendre encore plus de temps que pour un Mirage 5000, parce que c'est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus technique. Ça passe aussi par une traduction en ukrainien de tous les manuels, manuels de pilotage, manuels d'entretien, tout ce que vous voulez. Et on considère qu'un chasseur comme ça suppose d'avoir en appui au sol, pour l'entretenir, 10 personnes. Donc un pilote et 10 personnes au sol. L'autre piste évoquée par Emmanuel Macron lors de son interview, c'est la formation de soldats ukrainiens, de 4500 Ukrainiens, une brigade, a-t-il dit, par des instructeurs français. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, les instructeurs français, aux Ukrainiens ? Alors là, c'est plus compliqué et plus politique, parce que je crois que c'est une idée française. L'idée française, c'est d'avoir un corps d'instructeurs européens qui interviennent au moment où l'Ukraine fera sa mobilisation. Vous savez que l'Ukraine, le Parlement ukrainien a fini par voter des règles plus souples sur la conscription. C'est plus souple, j'entends, en fait plus dur sur la conscription, c'est-à-dire que on a diminué le nombre d'années dont vous pouvez bénéficier pour un sursis et pour incorporer des jeunes gens de 25 à 30 ans, j'imagine, parce que
Compte tenu des déséquilibres démographiques que connaît l'Ukraine, c'est une population vieillissante, encore plus que celle de la Russie. Quand vous voyez les images, on voit bien sur les images que les soldats ont souvent entre 30, 40 ans, voire quelquefois même 45 ans, y compris pour les premières lignes dans les tranchées. Et donc là, cette fois-ci, il va y avoir un rajeunissement de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers même, de jeunes Ukrainiens qui doivent se former au maniement d'armes, qui sont souvent des armes occidentales, et pour lesquels il faut des instructeurs. Et donc l'idée, ce serait d'avoir une sorte de corps d'instructeurs européens. Pour que cette instruction se fasse le plus vite possible, on le ferait dans l'ouest de l'Ukraine, c'est dans la partie qui n'est pas concernée par la guerre, où il n'y a pas la guerre. Et on le ferait dans l'ouest de l'Ukraine, mais sur le terrain, plutôt que de faire venir des dizaines de milliers de jeunes gens en Europe, dans l'Union européenne ou en Grande-Bretagne. Et donc voilà, et c'est là qu'il y aurait un corps d'instructeurs, et je crois que le président Macron a dit, ça serait bien qu'à la France lui revienne la tâche de former une brigade. Une brigade, c'est 4500 hommes, au maniement des télécommunications, des armes, qui sont des armes françaises, qui ont été livrées, les missiles Scalp, je crois qu'on les appelle dans leur version française, des missiles de moyenne portée et autres types d'armes, des canons aussi, bien entendu, la série de canons autotractés qui ont été fournis à l'Ukraine. Mais je crois que le président a laissé entendre, il n'était pas très clair là-dessus et il n'y a pas eu de suivi de questionnement, que, au fond, les Européens n'étaient pas prêts encore à faire ça, dans une sorte de geste politico-militaire commun. Alors, je ne sais pas trop ce qui va se passer, il y aura sûrement des instructeurs, et évidemment qu'il est plus simple de faire, évidemment, il est plus facile de faire l'instruction de tant de jeunes gens sur le terrain plutôt que de les faire venir ailleurs en Europe. Il y a une autre annonce qui a été assez marquante quant au conflit ukrainien, c'est l'autorisation des alliés occidentaux de Kiev à utiliser des armes fournies par ses alliés pour frapper en Russie. Jusqu'à maintenant, c'était interdit par les États-Unis et par les Européens. Macron s'y est déclaré favorable, Joe Biden aussi. Est-ce que c'est un tournant dans le conflit sur le plan diplomatique, Jean-Marie ? Et l'Allemagne aussi, oui, c'est un tournant, mais en même temps, Emmanuel Macron a bien expliqué que la philosophie de ce projet, puisque, a-t-il dit, les Ukrainiens subissent une nouvelle offensive russe à partir de villes qui sont juste de l'autre côté de la frontière et qui ciblent la ville de Kharkiv. Pour défendre cette ville, il n'est pas absurde de penser que les Ukrainiens puissent répliquer en visant les tirs, que ce soit des tirs reportés ou des tirs à partir de bases de missiles, ainsi de suite. Donc les cibles seraient de l'autre côté de la frontière et uniquement liées à cette offensive sur Kharkiv, ce qui évidemment limite le champ de l'utilisation de ces armes et limite surtout au fait de ne pas tirer sur des cibles civiles ou de ne pas tirer très en profondeur non plus, puisque les villes d'où partent les missiles en direction de la ville de Kharkiv sont, encore une fois, de l'autre côté de la frontière. Donc c'est quand même très strictement limité encore. Ce n'est pas vraiment une autorisation en bonne et due forme Joe Biden d'aller a d'ailleurs plus loin. déclaré à ABC, dans une interview à ABC ce jeudi 6 juin, que les armes ne pourraient pas frapper Moscou, par exemple. Exactement, donc c'est vraiment une portée limitée et c'est assez élémentaire, je vais dire, ce qu'a relevé Emmanuel Macron est juste, c'est du bon sens. Vous pouvez pas livrer des armes à quelqu'un en lui interdisant de s'en servir, sinon vous lui liez les mains derrière le dos et puis vous dites à la Russie d'avancer. Donc tout ça, mais politiquement ça provoque tout de suite des débats parce que le débat est tout de suite, ce qui a été relevé d'ailleurs par Emmanuel Macron dans son émission et face aux questions qui lui étaient posées en disant mais les questions qu'on me pose, les arguments qu'on m'oppose, c'est exactement quasiment le verbatim de la propagande russe ou des contre-argumentaires russes. Et c'est vrai parce qu'à partir du moment où on définit cette possibilité de tirer de l'autre côté de la frontière ukrainienne, donc sur le territoire russe, mais peu en profondeur finalement, aussitôt des voix s'élèvent pour dire escalade, escalade, comme si la France était le pays qui escaladait, alors que l'escalade de la part de la Russie est permanente. Et la première des escalades, c'est de cibler une ville comme Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine. Et donc là encore, on retombe dans les travers nationaux qui sont des formes de débat qui sont faussées parce que derrière cette imputation d'un Macron qui serait le fauteur de la Troisième Guerre mondiale se cache en fait une indulgence à mes yeux coupable vis-à-vis de la Russie de Poutine. Il y a des gens qui ne veulent pas voir de quoi est faite la dictature de Poutine, qui ne veulent pas voir ses ambitions
territoriales, qui ne veulent pas voir que l'Ukraine est un premier pas dans un système de pensée qui va au-delà et qui continue à penser qu'il suffirait de négocier, de dire aux Ukrainiens, ben voilà, vous êtes amputés de 20% de votre territoire, vous vous en contentez et on arrête la guerre. Comme si la guerre allait d'ailleurs s'arrêter. Donc c'est ça qui est frappant en France et c'est cette espèce de réflexe, si j'ose dire, pavlovien, qui consiste à dire à chaque pas que les Occidentaux font pour défendre l'Ukraine, jugé d'ailleurs insuffisant par les Ukrainiens eux-mêmes, on proteste d'une escalade possible et d'une possible troisième guerre mondiale. Là, vous soulevez un point important et intéressant, c'est cette question de débat. Le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, a réagi aux annonces d'Emmanuel Macron en demandant un vote de l'Assemblée nationale pour avaliser les choix de Macron annoncés au journal télévisé. C'est vrai qu'en France, le président a les mains libres pour tout ce qui est militaire, mais est-ce qu'il ne devrait pas se soumettre, selon vous, à un vote des parlementaires, même si ce vote est symbolique? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un débat politique dans le cadre d'institutions? Il peut toujours y avoir un débat, il peut toujours y avoir un vote à l'Assemblée nationale qui soit un vote indicatif. Simplement, il faut rappeler que la Constitution de la Ve République, de ce point de vue-là, et la pratique de la Constitution sont à l'opposé de cela, qui fait d'ailleurs la force d'un président de la République française sur le théâtre européen. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme le chancelier Scholz ou comme l'était auparavant Madame Merkel, contraint d'en passer par toute une série de précautions, de votes, de discussions, non seulement au niveau national, mais parfois aussi souvent au niveau régional, qui font qu'ensuite l'Allemagne peut prendre sa décision. En France, dans le système français, la politique extérieure et la défense sont de la responsabilité du chef de l'État. Exemple concret, en période de cohabitation, puisqu'elle a été pratiquée déjà à 2 reprises, la cohabitation, le gouvernement gouverne, décide de la politique de la France, de la politique intérieure, mais s'agissant de la défense et de la politique extérieure, et il faut y ajouter des options européennes du pays, c'est le président de la République qui décide. La partie avait été tenté par Jacques Chirac, qui avait tenté lors de la première cohabitation d'enfoncer un coin et d'essayer de peser autant que le président de la République, et il avait été d'une certaine façon remis à sa place par le président Mitterrand. Donc voilà, en cela, Emmanuel Macron applique la Ve République telle qu'elle est et telle que les parlementaires savent très bien ce qu'elle est aussi, et donc simplement ça permet de dire voilà, nous ne sommes pas dans un régime démocratique ou complètement démocratique, ainsi de suite. Mais cela dit, en soi, un débat au Parlement est toujours bon à prendre. C'est ça, il y a le droit, si vous voulez, il y a la politique. Oui, est-ce que bien sûr, mais ça c'est une question d'appréciation du climat et si vous privez le président de la République française de ce levier-là, vous l'affaiblirez très très fortement sur les autres théâtres. Même le président américain est en situation de pouvoir et de contre-pouvoir. Il y a le Congrès, qui n'est pas sur l'option de Biden vis-à-vis de Netanyahou, par ailleurs, puisque le Congrès reçoit et va recevoir de nouveau Netanyahou, et Joe Biden qui essaye de lui tordre le bras, qui n'y arrive pas parce que le Congrès n'est pas de cet avis. Voilà, mais ça n'est pas le cas de la France. Ça n'est pas le cas de la France, mais est-ce qu'un débat ne légitimerait pas l'action du président, selon vous, Alain? Est-ce qu'il ne serait pas plus fort avec le soutien du pouvoir législatif derrière lui? Sans doute, oui. Aux États-Unis, c'est très réglementé par la Constitution et le président, il peut faire pendant 60 jours des opérations militaires qu'il juge utiles à la défense des intérêts américains à l'étranger ou même sur le sol, évidemment, des États-Unis, si les États-Unis sont attaqués sur leur sol. Mais au bout de 60 jours, il doit saisir le Congrès, savoir est-ce qu'il continue pas, sur quel crédit, comment ça se passe, etc. En France, il n'y a pas ça. Mais évidemment, c'est vrai que les positions de la France sur la scène internationale seraient peut-être plus fortes encore si elles étaient légitimées. Et bien entendu, parce que la distorsion, il faut dire aussi que de ce point de vue, le débat politique, c'est pas propre à la France, mais enfin, dans le cas de la France, c'est assez frappant parce que j'entendais à la télévision des extraits du dernier grand meeting du Front National, enfin du Rassemblement National, et c'est Madame Le Pen qui parlait. Et elle accusait Macron et la présidente de la Commission, von der Leyen, de pouvoir déclarer la guerre au nom des Européens. Elle disait, mais moi, je ne vais pas envoyer des soldats français faire la guerre sur un ordre de Madame von der Leyen.
Et d'ailleurs, c'est un argument qu'a repris le jeune homme là qui est candidat, Jordan Bardella, qui est la tête de liste et président de cette formation, aussi comme argument de campagne. On n'est pas dans la distorsion là, on est dans un mensonge énorme destiné à faire peur à l'opinion publique française pour que dans l'opinion publique française, le soutien à l'Ukraine diminue. Pour faire plaisir à qui ? Inutile de poser la question, ça va de soi. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on éviterait ce genre de mensonge, de distorsion qui consiste à répandre la peur et à semer la panique dans l'opinion publique française. Alors, on va partir à Moscou où un chercheur français a été arrêté, Laurent Vinatier, collaborateur d'une ONG suisse. Alors, il n'est pas clairement accusé d'espionnage, mais de ne pas s'être identifié comme agent de l'étranger, en vertu d'une loi en vigueur en Russie, ce qui lui fait courir le risque d'une peine de 5 ans de prison. Est-ce que cette arrestation est, selon vous, un moyen de pression sur la France qui se fait de plus en plus active aux côtés de Kiev, Jean-Marie ? Ce qui est sûr, c'est que la Russie mène une guerre sanglante en Ukraine, et une guerre dite hybride contre la France. Ça avait d'ailleurs commencé en Afrique. On l'a assez vite oublié, mais les miliciens de Wagner avaient déjà œuvré contre la France dans plusieurs pays d'Afrique et du Sahel notamment, qui fait que l'armée française s'est complètement retirée de la zone et donc que les djihadistes, d'une certaine façon, ont quartier libre. Cette guerre hybride, elle prend diverses formes. Elle prend beaucoup de la forme de désinformation, évidemment, d'une cyberguerre avec des attaques diverses et variées. On peut aussi considérer que, à la fois les étoiles de David sur les murs, et puis les mains rouges sur les murs, notamment au mémorial de la Shoah, et puis aujourd'hui, tout d'un coup, on découvre qu'un citoyen, à la fois ukrainien et russe, on sait plus trop, on découvre qu'il a une valise pleine d'explosifs, ainsi de suite, mais on le découvre assez facilement. Donc que tout ça soit fait pour justement créer la zizanie, accentuer les divisions en France, ou bien encore créer un mouvement de panique, ça me paraît assez évident aujourd'hui. Je pense que tout le monde commence à en être convaincu. Donc voilà, qu'une arrestation de cette nature entre dans ce cadre-là, ça fait très exactement penser aux méthodes iraniennes. C'est-à-dire on prend un otage. On arrête quelqu'un, donc on prend un otage et ensuite on verra comment on l'échange ou comment les choses se terminent. Ce sont des méthodes de voyous et je pense que c'est assez caractéristique des modes de gouvernement de Vladimir Poutine qui a gardé le souvenir de ce qui lui a été enseigné dans sa jeunesse lorsqu'il était membre du KGB et qui continue sur la même lancée. Ce sont vraiment des comportements d'État voyou. Cela peut avoir un impact sur la politique française par rapport à l'Ukraine, selon vous, cette arrestation, Alain ? Oui, ça ne peut que durcir les positions de part et d'autre. C'est une prise d'otage. Et d'ailleurs, Poutine l'a déjà dit lui-même lorsqu'ils ont fait prisonnier, maintenant ça fait plus d'1 an, le jeune correspondant du Wall Street Journal en Russie. À chaque conférence de presse, ou lorsqu'il y en a, lorsqu'un journaliste américain ou un Américain a la possibilité de poser la question à Vladimir Poutine, il dit oui, je sais, je suis au camp. Mais vous savez, les États-Unis savent très bien ce que nous voulons. Autrement dit, c'est une prise d'otage pour obtenir quelqu'un qui est en prison aux États-Unis ou pour obtenir ceci ou cela. Non seulement c'est, si vous voulez, ça a été fait de manière ostensible. Il s'agit donc d'un Français qui vit en Russie depuis longtemps, qui est payé par une ONG suisse, qui a son visa pour vivre en Russie. Et c'est au moment où la France fait ses annonces et au moment où on célèbre D-Day sans Vladimir Poutine, qu'on enlève un Français. C'est non seulement une prise d'otage, mais c'est une prise d'otage ostensible, destinée à bien montrer la phase d'hostilité conflictuelle dans laquelle la Russie conçoit sa relation avec la France aujourd'hui. Et tout est fait pour essayer de montrer que ce serait la France qui escalade. Et donc la France serait coupable de volonté d'escalader, alors que la paix est si facile à obtenir pour peu que Zelensky rende les armes, de fait. Tout ça nous renvoie d'ailleurs à un autre front, qui est le front des élections américaines, parce que l'événement qui a eu lieu et qui est important aussi dans la semaine, c'est le soutien accordé, surprenant, par Vladimir Poutine à la candidature de Donald Trump. Donc voilà, donc il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. C'est vrai que les choses seraient plus faciles pour Poutine encore si Donald Trump était réélu ou revenait à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron s'est exprimé sur un autre front, celui de la guerre entre Israël et le Hamas. Il a maintenu la position qu'il avait déjà développée il y a quelques semaines sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Pour lui, ce n'est pas tabou, mais ce n'est pas le moment. Pourquoi ce n'est pas le moment, selon vous, Jean-Marie ?
Déjà, en plus, aux Nations Unies, la France a une position un peu différente, puisque aux Nations Unies, il me semble que la France a voté avec un texte qui redemande un État palestinien. Macron est sur une position traditionnelle française, qui a déjà été expérimentée par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Pourquoi ce n'est pas le moment ? Parce que aujourd'hui, reconnaître l'État palestinien, c'est d'une certaine façon reconnaître aussi le Hamas, puisque le Hamas est toujours en place et toujours en situation de dominer la bande de Gaza. Donc je pense que le préalable qu'Emmanuel Macron a mis en avant, c'est-à-dire une réforme politique qui permette de relégitimer l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, est en effet quelque chose qui se comprend, parce que il faut, pour reconnaître un État, il faut quand même une autorité politique qui puisse répondre au nom de cet État. Plus largement, on attend évidemment le moment où il y aura une autorité palestinienne qui acceptera de reconnaître que ces deux États qui vivent côte à côte et non pas l'un contre l'autre. Mais il semble quand même que cette autorité palestinienne, celle de Mahmoud Abbas, est complètement exsangue et n'a plus aucune influence. Alain, est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout. Elle a perdu toute crédibilité, en tout cas en Cisjordanie et probablement à Jérusalem-Est. À Gaza, on ne sait pas. On disait souvent, avant la crise de Gaza, avant le 7 octobre, qu'il y avait des sondages, d'ailleurs faits par un institut palestinien, qui est en général pris très au sérieux par les Israéliens comme par les observateurs étrangers. Il y avait un institut de sondage palestinien qui avait fait un sondage disant que le Hamas serait battu à plat de couture à Gaza. Je vous parle avant le 7 octobre. Mais en revanche, qu'il emporterait la Cisjordanie. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est que il y a des gens proches du président Macron, il y a des gens qui pratiquent la politique étrangère française qui sont sur une position un peu différente du président, comme Jean-Yves Le Drian l'a expliqué d'ailleurs, qui pense que lui, non, au contraire, en ce moment, il faut faire comme les Espagnols, comme la Norvège, et dire qu'on reconnaît un État palestinien. C'est une reconnaissance politico-juridique. Mais comme juridiquement, en droit international, compte tenu des traités d'Oslo, et qui ont été conclus après Oslo, de 93, 94, 95, quelqu'un sera le récipiendaire de la légitimité de cet État. Et juridiquement, c'est l'autorité palestinienne. Il se trouve que l'autorité palestinienne, les 19 ans de gouvernement Netanyahou n'ont eu qu'un seul objet, c'était de l'humilier et la diminuer. Mais il se trouve que Biden aussi s'est employé à diminuer l'autorité palestinienne. Biden avait promis de rouvrir un bureau de l'autorité palestinienne, de l'OLP, si vous voulez, à Washington, que Trump avait fermé. Biden ne l'a pas fait. Biden avait promis de rouvrir un consulat uniquement dédié aux Palestiniens à Jérusalem, qu'avait fermé Trump. Il a dit ça sert à rien ce consulat à Jérusalem-Est, donc dans la partie orientale, et les Américains ne l'ont pas rouvert. L'administration Biden ne l'a pas rouvert. Donc elle n'a fait quasiment aucun geste pour soutenir et pour essayer de conforter l'autorité palestinienne. Ceux qui font des gestes, ce sont les Européens, puisque nous payons les salaires de l'autorité palestinienne. Mais elle est totalement délégitimée. Elle passe même pour collaborer, si vous voulez, à l'entreprise de colonisation, de multiplication des implantations israéliennes. Pourquoi ? Parce que l'autorité palestinienne a joué le jeu des accords d'Oslo, pas dans tous les domaines, mais au moins dans un domaine clé, qui est la sécurité. Donc il y a des patrouilles communes, il y a des échanges quotidiens entre l'administration militaire de la Cisjordanie et l'autorité palestinienne. Ça, en revanche, c'est supervisé par les États-Unis. Mais sinon, tous les gestes politiques et symboliques qu'aurait pu faire l'administration Biden, depuis le début, pour montrer qu'elle n'était pas l'administration Trump et qu'elle voulait muscler l'autorité palestinienne et lui redonner de la légitimité, elle ne les a pas fait. Or, une déclaration d'un État palestinien, dans la mesure où l'autorité palestinienne en sera l'héritière, ça peut diminuer l'impact du Hamas sur la population palestinienne. Ça montrerait que la voie pacifique ou la voie réformiste peut l'emporter sur celle des armes et du terrorisme. Tous ces gestes-là, l'administration Biden ne les a pas faits. Il faut aussi rappeler que reconnaître l'État palestinien de la part de ceux qui le font, comme par exemple les Espagnols, c'est quand même une façon de faire pression aussi sur Israël. Parce qu'il faut rappeler que l'actuel gouvernement israélien est totalement contre les deux États. Et qu'il y a du côté du gouvernement israélien le même slogan que du côté du Hamas, c'est-à-dire de la mer au Jourdain. Donc ça aussi, ça compte dans ceux qui reconnaissent un État palestinien ou veulent le reconnaître maintenant.
C'est pour signifier clairement aux Israéliens que la doctrine internationale restera celle des deux États, contrairement à ce que plaident Netanyahou et son gouvernement. Ce qui n'est pas le point de vue de toute la société israélienne, bien évidemment, puisque les opposants à Netanyahou ne sont pas sur cette ligne. Pour conclure, un mot de ces élections européennes qui ont lieu ce dimanche 9 juin. La victoire de la liste de Jordan Bardella en France semble acquise. Le dernier sondage Ipsos pour le Parisien montre une nette avance de Bardella qui ferait 32% devant la liste Renaissance de Valérie Hayé, 15,5%, suivi de Raphaël Glucksmann, Place Publique PS 13,5% et de la France Insoumise Manon Aubry qui progresse à 9 points. Ce RN très puissant, c'est quoi? C'est le résultat d'une bonne campagne du RN, d'une mauvaise campagne des autres, des Français qui n'ont pas compris qu'on votait pour élire des parlementaires européens et non pas pour contester ou approuver la politique de Macron. Qu'est-ce qui fait ce résultat qui s'annonce dimanche selon vous, Jean-Marie ? Le problème de ce résultat, c'est qu'il était acquis dès le départ. Dès le départ de la campagne, on ne peut pas dire qu'il y a eu une campagne. Il y a eu une campagne contre Macron, mais il n'y a pas eu une campagne européenne. Et donc, dès l'entrée même dans cette période-là, il y a plusieurs mois, dès l'automne, Jordan Bardella était comptabilisé à peu près au niveau, il a dû gagner peut-être 1 ou 2 points depuis ce temps-là. Donc, qu'est-ce qui fait ce résultat? C'est l'hostilité à Emmanuel Macron. Donc, c'est un vote anti-Macron, qui est à des années-lumière des enjeux de l'Union européenne elle-même, qui n'ont jamais été pris en compte dans cette campagne. Donc, on est Est-ce qu'ils ont déjà été pris en compte en France de manière générale? Est-ce que tous les scrutins européens, que ce soit tous les scrutins européens ont été élections... perdus par les présidents en place? Tous les scrutins européens ont été perdus. Ils ont été perdus par Nicolas Sarkozy en 2004, au-delà en 2009. Ils ont été perdus par François Hollande. Ils ont été perdus une première fois par Emmanuel Macron. Ils devraient l'être une seconde fois par Emmanuel Macron. Et dans les cas précédents, avant Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu de conséquences politiques parce que c'est une élection qui ne concerne pas les pouvoirs publics, qui ne concerne pas qui gouverne ou qui ne gouverne pas, qui concerne, encore une fois, la composition du Parlement européen. Cet enjeu-là a été à peine ébauché, à peine esquissé sous l'angle de la montée des partis nationalistes et populistes, qui peut changer les équilibres au Parlement européen et qui peut rendre plus difficiles les coalitions, le Parlement européen fonctionnant sur la base de coalitions qui permettent d'avancer. Donc c'est cette mécanique-là qui peut être enrayée, mais ça n'a jamais vraiment apparu fortement dans le débat public. En France, on a eu l'impression d'être ramené aux dimensions d'un grand département qui élit des conseillers généraux. Donc au niveau d'une élection cantonale, on parle des choses qui concernent la vie quotidienne, qui sont légitimes d'ailleurs, mais qui sont légitimes dans d'autres cadres d'élections qui sont faites pour ça. Donc là, on a eu l'impression d'une France, entre guillemets, sans aspect péjoratif, provinciale, qui se déterminait sur des enjeux provinciaux, alors qu'ils dépassent très largement le cadre de nos frontières et qu'ils mettent en jeu, au fond, une part de l'existence de la France en tant que puissance. Parce que la France, sans l'Union européenne, en tant que puissance, il ne resterait pas grand-chose. La majorité présidentielle n'a pas sa part de responsabilité avec l'engagement personnel de Macron, avec l'irruption de Gabriel Attal dans la campagne? C'est un vaste débat. Moi, je pense que Emmanuel Macron, dans ces affaires-là, n'a pas fait la pédagogie qu'il aurait dû faire. Donc on lui reproche de trop parler, moi je lui reproche de ne pas parler suffisamment à bon escient. Et surtout quand il parle, de ne pas être compris. Ce qui est aussi un autre aspect des choses. Parce qu'il parle comme en s'adressant à un public de lettrés, à un public d'universitaires peut-être, mais difficilement compréhensible par toutes les catégories de la population. Rappelez-vous comment Jacques Chirac s'exprimait. Jacques Chirac s'exprimait en scandant les mots, en faisant bien les liaisons. On moquait même sa façon de faire des liaisons, mais il faisait des phrases concises et avec des termes que tout le monde pouvait entendre. Emmanuel Macron va prendre la parole, il va parler une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, à la suite de quoi vous dites « bon ». Qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce que je peux avoir compris de ce qu'il a dit. Et même dans les annonces qu'il fait, on en a parlé tout à l'heure, l'annonce sur la brigade, c'est quoi? C'est une brigade française, c'est une brigade européenne, et c'est de ça qu'il s'agit, ou s'il s'agit simplement de former l'équivalent d'une brigade. Mystère, parce que dans la façon dont il a exprimé les choses, on ne suit pas vraiment. Vous voyez, donc c'est tout cela. Et puis en plus, mais ça c'est un autre débat, Emmanuel Macron, c'est celui qui pense qu'il est indispensable et que tant qu'il ne se saisit pas d'un dossier, ce dossier n'avance pas. Mais ça c'est un autre sujet. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, votre chronique cette semaine dans Le Monde évoque quel sujet ?
Eh bien justement, l'escalade russe qui conduit à la disparition de la ligne rouge sur l'impossibilité pour les Ukrainiens d'utiliser les armes occidentales pour frapper l'artillerie russe déployée de l'autre côté de la frontière ou les rampes de lancement de missiles. À lire dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique sur France 24 et la sortie de votre podcast Mémoire d'un monde où vous revenez sur 30 ans de vie politique en France et 30 ans de journalisme au monde. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Au revoir Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.